Léon Tolstoï, Contes et nouvelles. Histoire vraie. Dieu voit la vérité, mais il ne la dit pas tout de suite. Dans la ville de Vladimir vivait un jeune marchand du nom d'Aksénov. Il possédait 2 boutiques et une maison. D'un extérieur avenant, Aksénov était blond, frisé, ami de la liesse et des refrains. Dans sa jeunesse, il buvait beaucoup, et quand il avait bu, il faisait du tapage. Mais une fois marié, il ne but plus que bien rarement. Un jour d'été, Aksénov décida de se rendre à la foire de Nijni-Novgorod. Comme il faisait ses adieux aux siens, sa femme lui dit « Ivan Dmitrievitch, ne t'en vas pas aujourd'hui. J'ai fait un mauvais rêve sur toi. » Aksénov se mit à rire et dit « Tu as peur que je fasse quelque folie à la foire ?» La femme répondit « Je ne sais pas au juste moi-même de quoi j'ai peur. Seulement, j'ai fait un mauvais rêve. Je t'ai vu, tu venais de la ville. Tu as ôté ton chapeau et, tout à coup, j'ai vu ta tête toute blanche. » Aksénov se mit à rire de plus belle. « Eh bien, c'est un bon signe. Va, je ferai de bonnes affaires et t'apporterai de beaux cadeaux. » Il prit congé des siens et partit. À mi-chemin, il rencontra un marchand de sa connaissance et s'arrêta avec lui pour la coucher. Ils prirent le thé ensemble et allèrent se coucher dans 2 chambres contiguës. Aksénov n'était pas un grand dormeur. Il se réveilla au milieu de la nuit, et pour voyager plus à son aise pendant la fraîcheur, il réveilla le yamchtchik et lui donna l'ordre d'atteler. Puis il entra dans l'isba toute noire, paya le patron et partit. Après avoir fait une 40aine de verstes, il s'arrêta de nouveau pour laisser manger les chevaux, se reposa lui-même dans l'auberge, sortit sur le perron vers l'heure du dîner et fit préparer le samovar. Il prit une guitare et se mit à jouer. Tout à coup arrive une troïka avec sa sonnette. Un tchinovnik en descend avec 2 soldats, s'approche d'Aksénov et lui demande qui il est et d'où il vient. Aksénov s'exécute et l'invite à prendre le thé avec lui. Mais le tchinovnik continue à le presser de questions. Où a-t-il dormi la nuit dernière? Était-il seul avec le marchand? Pourquoi a-t-il quitté l'auberge si précipitamment? Aksénov, surpris de cet interrogatoire, raconta ce qui lui était arrivé. Puis il dit « Pourquoi m'en demandez-vous si long? Je ne suis ni un voleur, ni un brigand. Je voyage pour mes affaires, et on n'a pas à m'interroger. » Alors, le tchinovnik appela les soldats et dit « Je suis l'ispravnik, et je te questionne parce que le marchand avec lequel tu as passé la nuit dernière a été égorgé. Montre tes effets, et vous autres fouillez-le. » On entra dans l'isba, on prit sa malle avec son sac, on les ouvrit, on chercha partout. Soudain, l'ispravnik sortit du sac un couteau et s'écria « À qui ce couteau ?» Aksénov regarda, vit un couteau taché de sang. C'était de son sac qu'on l'avait retiré, et la terreur l'envahit. « Et pourquoi ce sang sur le couteau ?» Aksénov voulut répondre, mais il ne pouvait articuler un seul mot. « Moi, je ne sais pas. Moi, un couteau. Moi, il n'est pas à moi. » Alors l'ispravnik dit « On a trouvé ce matin le marchand égorgé dans son lit. Or toi, personne n'a pu commettre le crime. L'isba était fermée en dedans, et, dans l'isba, personne que toi. Voilà, de plus, un couteau taché de sang qu'on a trouvé dans ton sac. D'ailleurs, ton crime se lit sur ton visage. Avoue tout de suite comment tu l'as tué, combien d'argent tu lui as volé. » Aksénov jure Dieu que ce n'est pas lui le coupable, qu'il n'a pas vu le marchand depuis qu'il a pris le thé avec lui,
qu'il n'a que son propre argent, 8000 roubles, et que le couteau n'est pas à lui. Mais sa voix s'étranglait, son visage était devenu pâle, et il tremblait de peur, comme un coupable. L'ispravnik, ayant appelé les soldats, ordonna de le lier et de le placer dans la voiture. Lorsqu'on l'eut mis dans la voiture, les pieds garrottés, Aksenov se signa et pleura. On lui prit tous ses effets, avec son argent, et on l'envoya à la prison de la ville voisine. On fit faire une enquête à Vladimir. Tous les marchands et habitants déclarèrent qu'Aksenov, quoiqu'ayant aimé dans sa jeunesse à boire et à s'amuser, était un honnête homme. Puis l'affaire se jugea. On l'accusait d'avoir tué le marchand de Biazan et de lui avoir volé 20 000 roubles. La femme d'Aksenov était dans la désolation et ne savait que penser. Ses enfants étaient tout petits. L'un d'eux tétait encore. Elle les prit tous avec elle et se rendit dans la ville où son mari était emprisonné. D'abord, on lui refusa de voir son mari, puis, sur ses instances, on le lui permit. En l'apercevant dans son costume de la prison, enchaînée, confondue avec des brigands, elle tomba par terre et ne put, de quelque temps, revenir à elle. Puis elle posa ses enfants auprès d'elle, s'assit à côté d'Aksenov, lui rendit compte des affaires du ménage et lui demanda le récit de tout ce qui lui était arrivé. Il lui raconta tout, et elle dit « Comment faire à présent ?»« Il faut aller supplier le tsar, » répondit-il, « car cela ne se peut pas que l'innocent soit puni. » Sa femme lui dit alors qu'elle avait adressé une supplique au tsar. « Mais elle ne lui aura pas été remise, » dit-elle. Aksenov ne répondit pas et resta accablé. Et sa femme lui dit « Il n'était pas vain, le rêve que je fis. T'en souviens-tu, quand je te vis avec des cheveux blancs? Te voilà véritablement tout blanchi par le chagrin. Tu n'aurais pas dû partir alors. » Elle se mit à lui passer la main dans les cheveux et dit « Vania, chère amie, dis la vérité à ta femme. N'est-ce pas toi qui l'as tuée ?» Et Aksenov dit « Et toi aussi, tu le penses ?» Il cacha son visage dans ses mains et pleura. Un soldat parut. Il annonça à la femme et aux enfants qu'il était temps de se retirer. Aksenov dit pour la dernière fois adieu à sa famille. Quand sa femme fut partie, il repassa dans son esprit la conversation qu'il venait d'avoir, en se rappelant que sa femme y croyait aussi, elle, et lui avait demandé si ce n'était pas lui qui avait tué le marchand. Il se dit « Dieu seul connaît la vérité. C'est lui qu'il faut implorer. Attendons sa miséricorde. » Et depuis ce moment, Aksenov cessa d'envoyer des suppliques, ferma son âme à l'espoir et ne fit plus que prier Dieu. Le jugement condamna Aksenov au knout et ensuite aux travaux forcés. C'est ce qui fut fait. On le battit du knout et, quand les blessures se furent cicatrisées, on l'envoya avec d'autres forçats en Sibérie. En Sibérie, aux travaux forcés, Aksenov resta 26 ans. Ses cheveux devinrent blancs comme de la neige, et sa longue barbe grise tomba droit. Toute sa gaieté disparut. Il se voûtait, commençait à se traîner, parlait peu, ne riait jamais, et priait souvent Dieu. En prison, Aksenov apprit à faire des bottes. Avec l'argent ainsi gagné, il acheta un martyrologue, qu'il lisait lorsqu'il y avait de la lumière dans son cachot. Les jours de fête,
Il se rendait à la chapelle de la prison, lisait les apôtres et chantait au chœur. Il avait toujours sa jolie voix. Les autorités l'aimaient pour sa docilité. Ses compagnons l'avaient en grande estime et l'appelaient grand-père et homme de Dieu. Quand les prisonniers avaient quelque chose à demander, c'était toujours par Aksénof qu'ils faisaient présenter leurs requêtes, et quand les forçats se prenaient de querelle, c'était encore Aksénof qu'ils choisissaient comme arbitre. De sa maison, personne n'écrivait à Aksénof. Il ignorait si sa femme et ses enfants vivaient encore. Un jour, on amena au bagne de nouveaux forçats. Le soir, les anciens demandèrent aux nouveaux de quel village ils venaient et pour quelle cause. Aksénof s'était approché, lui aussi, et, la tête baissée, il écoutait ce qui se disait. L'un des nouveaux forçats était un gaillard d'une 60aine d'années, d'une haute stature, à barbe grise et taillée. Il racontait les motifs de sa condamnation. « C'est ainsi, mes frères, disait-il. On m'a envoyé ici pour rien. J'ai dételé un cheval d'un traîneau. On m'a saisi en me disant que je volais. Et moi j'ai dit, je ne voulais qu'aller plus vite. Vous voyez bien que j'ai lâché le cheval. D'ailleurs, le yamchtchik est mon ami. Il n'y a donc pas délit. Non, me dit-on, tu l'as volé. Et il ne savait ni où ni quand j'avais volé. Certes, j'avais commis des méfaits qui auraient dû me conduire ici depuis longtemps, mais on ne put jamais me prendre sur le fait. Et aujourd'hui, c'est contre toute loi qu'on me déporte ici. Mais attendons, j'ai déjà été en Sibérie, mais je n'y suis pas resté longtemps. « Et d'où viens-tu » demanda l'un des forçats. « Je suis de la ville de Vladimir. Je suis un meschtchanine de cette localité. Je m'appelle Makar. Et du nom de mon père, Semyonovitch. » Aksénof leva la tête et demanda « Hé, Semyonovitch, n'as-tu pas entendu parler, à Vladimir-la-Ville, des marchands Aksénof? Vivent-ils encore ?»« Comment donc? Mais ce sont de riches marchands, quoique leur père soit en Sibérie. Il aura sans doute péché, comme nous autres. » Aksénof n'aimait pas à parler de son malheur. Il soupira et dit « C'est pour mes péchés que je suis au bagne depuis 26 ans. » Makar Semyonovitch demanda « Et pour quel péché ?»« C'est que je le méritais, » répondit simplement Aksénof. Il ne voulut rien dire de plus. Mais les autres forçats, ses compagnons, racontèrent au nouveau pourquoi Aksénof se trouvait en Sibérie. Comment pendant le voyage, quelqu'un avait assassiné un marchand et placé dans les effets d'Aksénof un couteau taché de sang, et comment, à cause de cela, on l'avait injustement condamné. En entendant cela, Makar Semyonovitch jeta un regard sur Aksénof, frappa ses genoux avec ses mains et s'écria « Oh, quel prodige! Voilà un prodige! Ah, tu as bien vieilli, petit grand-père !» On lui demanda pourquoi il s'étonnait ainsi, où il avait vu Aksénof, mais Makar ne répondit pas. Il dit seulement « Un prodige, frère, que le sort nous ait réunis ici. » Sur ces mots, Aksénof jugea que cet homme devait être l'assassin. Et il lui dit « As-tu déjà entendu parler de cette affaire, Semyonovitch, ou bien m'as-tu déjà vu ailleurs qu'ici ?»« Comment donc? J'en ai entendu parler. La terre est pleine d'oreilles. » « Voilà, mais voilà déjà bien longtemps que cette affaire est arrivée. Et ce qu'on m'en a dit, je l'ai oublié, » dit Makar Semyonovitch. « Peut-être as-tu appris qui a tué le marchand ?» interrogea Aksénof. Makar se mit à rire et dit « Mais celui dans le sac duquel on a trouvé le couteau, c'est sans doute lui qui a tué. Si c'est quelqu'un qui a placé le couteau dans tes effets, pas surpris, pas voleur. Et d'ailleurs, comment aurait-il pu placer le couteau dans ton sac? Tu l'avais à ta tête, tu aurais entendu. » En entendant ces paroles, Aksénof vit bien que c'était ce même homme qui avait tué le marchand. Il se leva et s'en alla.
Toute cette nuit, Aksénoff ne put dormir. Il tomba dans un accablement profond. Il eut alors des rêves. Tantôt, c'était sa femme qu'il voyait, comme elle était en l'accompagnant lors de la dernière foire. Il la voyait encore vivante, son visage, ses yeux. Il entendait parler et rire. Tantôt, ses enfants lui apparaissaient comme ils étaient alors, tout petits, l'un enveloppé d'un manteau fourré, l'autre au sein. Et il se revoyait lui-même, comme il était alors, gai, jeune, assis et jouant de la guitare, et il se rappelait la place infamante où on l'avait fouetté, et le bourreau, et la foule tout autour, et les fers, et les forçats, et ses 26 ans de prison. Il songea à sa vieillesse, et un chagrin à se donner la mort envahit Aksénoff. Et tout cela à cause de ce brigand, pensa-t-il, et il se sentit pris d'une telle colère contre Makar qu'il voulait sur l'heure périr lui-même pourvu qu'il se vengeât. Il priait toute la nuit sans pouvoir se calmer. Dans la journée, il ne s'approchait jamais de Makar Semionovitch et ne le regardait jamais. Ainsi se passèrent 15 jours. Les nuits, Aksénoff ne pouvait pas dormir, et il était en proie à un tel ennui qu'il ne savait où se mettre. Une fois, pendant la nuit, comme il était à se promener dans la prison, il s'aperçut que derrière un des lits de planches, il tombait de la terre. Il s'arrêta pour voir ce que c'était. Tout à coup, Makar Semionovitch sortit vivement de dessous le lit et regarda Aksénoff avec une expression d'épouvante. Aksénoff voulut passer pour ne pas le voir, mais Makar le saisit par la main et lui raconta comment il creusait un trou dans le mur, comment, tous les jours, il emportait de la terre dans ses bottes pour la jeter dans la rue quand on le menait au travail. Et il ajouta « Seulement, garde le silence, vieillard. Je t'emmènerai avec moi. Si tu parles, on me fouettera jusqu'au bout. Mais tu me le payeras. Je te tuerai. » En apercevant celui qu'il avait perdu, Aksénoff trembla de colère. Il retira sa main et dit « Je n'ai pas envie de me sauver. Et toi, tu n'as pas besoin de me tuer. Tu m'as tué déjà, il y a longtemps. Quant à te dénoncer ou non, c'est Dieu qui décidera. » Le lendemain, quand on mena les forçats au travail, les soldats remarquèrent que Makar vidait ses bottes de terre. Ils firent des recherches dans la prison et trouvèrent le trou. Le chef arriva et demanda qui avait creusé le trou. Tous niaient. Ceux qui savaient ne voulaient point trahir Makar, car ils n'ignoraient pas qu'il serait pour cela battu jusqu'à la demi-mort. Alors, le chef s'adressa à Aksénoff. « Vieillard, dit-il, toi qui es un homme juste, dis-moi devant Dieu qui a fait cela. » Makar Semionovitch demeurait impassible. Il regardait le chef sans se détourner vers Aksénoff. Quant à Aksénoff, ses bras et ses lèvres tremblaient. Il ne pouvait proférer une seule parole. « Me taire, pensait-il. Mais pourquoi lui pardonner, puisque c'est lui qui m'a perdu? Qu'il me paie ma torture. Parler. C'est vrai qu'on le fouettera jusqu'au bout. Et si ce n'est pas lui, s'il n'est pas l'assassin que je pense? Et puis, cela me soulagerait-il? » Le chef renouvela sa demande. Aksénoff regarda Makar Semionovitch et dit « Je ne peux pas le dire, votre noblesse. Dieu ne me permet pas de le dire, et je ne vous le dirai pas. Faites de moi ce qu'il vous plaira. Vous êtes le maître. » Malgré tous les efforts du chef, Aksénoff ne dit plus rien. Et ce fut ainsi qu'on ne put savoir qui avait creusé le trou. La nuit suivante, comme Aksénoff, étendu sur son lit de planches, allait s'assoupir, il entendit quelqu'un s'approcher de lui et se mettre à ses pieds. Il regarda dans l'obscurité et reconnut Makar. Aksénoff lui dit
Qu'as-tu encore besoin de moi? Que fais-tu là? Makar Semyonovitch gardait le silence. Aksenov se leva et dit « Que veux-tu? Va-t'en, ou j'appelle le gardien. » Makar se pencha sur Aksenov, tout près de lui, et lui dit à voix basse « Ivan Dmitrievitch, pardonne-moi. »« Quoi? Que te pardonnerai-je » dit Aksenov. « C'est moi qui ai tué le marchand, et c'est moi qui ai placé le couteau dans ton sac. Je voulais te tuer aussi. Mais à ce moment, on a fait du bruit dans la cour. J'ai mis le couteau dans ton sac et je me suis sauvé par la fenêtre. » Aksenov gardait le silence et ne savait que dire. Makar Semyonovitch se laissa glisser du lit, se prosterna jusqu'à terre et dit « Ivan Dmitrievitch, pardonne-moi au nom de Dieu, pardonne-moi. Je vais déclarer que c'est moi qui ai tué le marchand. On te rendra la liberté et tu retourneras chez toi. » Et Aksenov dit « Cela t'est facile à dire, mais moi, j'ai trop longtemps souffert ici. Où irai-je à présent? Ma femme est morte, mes enfants m'ont oublié. Je n'ai plus nulle part où aller. » Makar restait toujours prosterné. Il frappait de sa tête la terre en disant « Ivan Dmitrievitch, pardonne-moi. Quand on m'a battu du knout, cela me fut moins douloureux que de te voir ainsi. Et tu as encore eu pitié de moi. Tu ne m'as pas dénoncé. Pardonne-moi au nom du Christ. Pardonne aux malfaiteurs maudits. » Et il se remit à sangloter. En entendant pleurer Makar Semyonovitch, Aksenov se mit à pleurer lui-même et dit « Dieu te pardonnera. Peut-être suis-je 100 fois pire que toi. » Et il sentit soudain une joie inonder son âme. Il cessa alors de regretter sa maison. Il ne désirait plus de quitter sa prison et ne songeait qu'à sa dernière heure. Makar Semyonovitch n'écouta pas Aksenov et se déclara le coupable. Lorsqu'arriva l'ordre de mettre en liberté Aksenov, Aksenov était déjà mort.